La liste de Karine Sinaï-Bossou, vainqueur de la nouvelle élection de la Chambre de commerce. Jean-Luc Davidas, lui, n'a pas été élu. Une assemblée générale devrait se tenir dans le mois pour élire le ou la présidente de la Chambre de commerce. Irma, l'ouragan de catégorie 5 en approche des Antilles. Ce super cyclone pourrait engendrer des catastrophes majeures. Les habitants guadeloupéens se sont préparés à son arrivée. Enfin, la Pepper Cup se tenait ce week-end sur la plage de Montabo, une compétition de kayak avec sprint et slalom. Une quarantaine d'adeptes y ont participé, à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information. Des nouvelles des élections de la Chambre de commerce. La liste de Karine Sinaï-Bossou l'emporte avec 21 sièges contre 13 sièges pour la liste CAP-CCIG. Jean-Luc Davidas, lui, a été éliminé. Une assemblée générale devrait se tenir au courant du mois pour déterminer le ou la nouvelle présidente. Dans le reportage qui va suivre, Karine Sinaï-Bossou explique les difficultés de sa campagne et le contenu de son programme. Reportage de Jonathan Lariot. C'est officiel, la présidence de la Chambre de commerce de Guyane n'est plus vacante. C'est hier soir, après dépouillement des votes, que le résultat tombe. La liste engagée et déterminée pour la CCI remporte l'élection avec 21 sièges contre 13 de la liste CAP-CCIG 2017. À la tête de la liste gagnante, Karine Sinaï. Cette femme d'affaires, gérante des transports Sinaï, continue sur une année pleine de victoires. Après son élection en tant que suppléante de Gabriel Serville aux législatives, elle pourrait bientôt prendre la tête de la CCIG. Je ne suis pas encore présidente ou je ne suis pas présidente de la Chambre de commerce et d'industrie. Cela se fera lors de l'Assemblée avec l'aval de tous les colistiers le 2 septembre. Je pense aux alentours du 12 septembre si eux décident de me porter toujours à la présidence. Là, il y a toujours ce besoin d'équilibrer les comptes. Donc, toutes nos décisions, même si on aimerait qu'elles soient plus rapides, il y a ça, l'équilibre financier de la Chambre de commerce. Donc on a déjà pas mal, on va dire, bouché le trou, comblé, mais il y a quand même un redressement, un contrôle des impôts qui a été fait au niveau de l'aéroport. Donc il y a encore ce déficit à combler en fait, quoi. Donc tout est important. Mais c'est clair qu'on aurait aimé avoir plus de moyens. La Chambre de commerce sort à peine la tête de l'eau. La nouvelle présidence en place devra prendre en main un établissement où tout semble à refaire. Mais Karine Sinaï ne s'annonce pas en messie. Elle se dit prête à endosser cette responsabilité pour ce mandat, mais ne souhaite pas s'éterniser à ce poste. On ne fait pas carrière à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est du bénévolat. Je dois laisser mon entreprise pour accorder du temps à cette structure pour qu'elle représente clairement l'ensemble des chefs d'entreprise de la Guyane, qu'elle réponde aux besoins en matière d'appui et d'aide aux entreprises en difficulté. À l'heure actuelle, c'est ce qu'ils recherchent. Beaucoup passent par l'intermédiaire de leur syndicat pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes, alors que la Chambre a totalement le devoir de répondre à ces besoins. Moi, je suis pour aider maintenant. Ça ne reste que la vision de Karine Sinaï et de ses colistiers. Donc, ce changement, moi je suis pour le fait que quelqu'un, au bout de 2 mandats maximum, que ça soit changé, qu'une autre personne prenne le relais et donne sa nouvelle vision et un souffle nouveau. Si jusque-là les affaires courantes de la Chambre de commerce étaient gérées par une commission provisoire, après plus de 6 mois dans le brouillard, la CCI devrait bientôt reprendre du service, fraîchement renouvelé. Une dizaine d'encadrants en moins et des locaux insalubres. Le corps enseignant du collège Auguste Dédé se mobilise pour de meilleures conditions de travail. Depuis hier, il distribue des tracts à l'entrée du collège de Remire-Montjoly et compte durcir le mouvement s'ils ne sont pas entendus par le rectorat. Étienne Lamouli, professeur de lettres, était au micro de Gaël Ouassim. C'est la rentrée, c'est une rentrée très compliquée cette année au collège Auguste Dédé, puisque donc il y a 100 élèves de plus, on arrive à 1000 élèves à peu près, et il y a pourtant une dizaine d'emplois en moins dans le collège, une dizaine d'adultes en moins pour encadrer les élèves. Donc nous sommes inquiets pour la sécurité des élèves, pour les accompagner dans des projets, et voilà, pour toute la vie de l'établissement. Concrètement, il va manquer 1,5 postes de CPE, un poste de documentaliste, des postes d'agents pour l'entretien des locaux et essentiellement des postes de surveillants. Depuis hier, depuis le premier jour de pré-rentrée, nous informons les parents grâce à un document que nous leur distribuons. Donc chaque jour jusqu'à jeudi, pour la rentrée de chaque classe, nous distribuons ce document qui informe de la situation et les parents sont globalement très réceptifs et nous soutiennent.
Donc nous avons contacté le rectorat et la CTG, puisque certains problèmes, les problèmes qui concernent l'entretien des locaux sont du ressort de la CTG. Pour le moment, seul le rectorat nous a répondu et nous propose une entrevue jeudi en fin d'après-midi. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que si vraiment les locaux ne sont pas réparés et si nous manquons autant de personnel dans l'établissement, la rentrée ne pourra probablement pas avoir lieu vendredi. Nous avons des locaux qui sont de plus en plus insalubres et rarement entretenus. Nous avons le portail d'entrée qui est complètement cassé et donc qui doit être réparé, mais on ne sait pas quand. Il y a les vestiaires du gymnase qui sont rongés par les termites et où il n'y a même plus de porte dans les toilettes. Nous avons des fuites très importantes dans les plafonds et donc dès qu'il pleut, il y a des seaux d'eau dans les salles de classe. Il y a vraiment des besoins de réparation matérielle urgente. C'est vrai c'est un collège où il y a de nombreuses dérogations pour venir dans ce collège. Nous déplorons réellement cette situation et nous ne sommes pas du tout favorables à ces dérogations. Mais il n'y en a pas plus cette année que les autres années. Donc l'augmentation du nombre d'élèves cette année n'est pas liée du tout aux dérogations en tout cas. Et nous recevons ce soir Bruno Nederkom, porte-parole du STEG UTG, syndicat enseignant. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous pensez de cette interview que nous venons d'entendre? Alors, d'abord, notre syndicat soutient totalement le mouvement des collègues, pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est récurrent depuis des années et des années. La deuxième, c'est que l'année dernière, ces collègues ont déjà fait un mouvement, obtenant un certain nombre de réponses, mais qui n'ont pas été mises en pratique. Donc, on le voit que dans cette académie, parce que ce qui se passe à Auguste Dédé, quand même, c'est un peu ce qui est de manière générale. Hein. On voit que ce qui se passe à Auguste Dédé est un peu à l'image de l'académie. On est beaucoup dans le bricolage. Également, Saint-Laurent, Camoupi, voilà. Donc, nous sommes dans une situation où les responsables politiques et le rectorat, donc il y a deux grands acteurs dans cette affaire, doivent absolument prendre leurs responsabilités. Sinon, moi je pense qu'on va vers effectivement une crise grave. Voilà. Alors pourquoi? Parce que chaque année on se dit ça ne peut pas être pire. L'année dernière, de mémoire, on a bloqué 4 fois le rectorat. Cette année, on est tombé encore plus bas. On n'est pas au fond, mais presque. C'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire de la Guyane, il y a des communes qui n'ont même pas pu faire leur rentrée. Donc, est-ce qu'on peut accepter ça? C'est totalement inacceptable. Justement, qu'est-ce que vous pensez de cette rentrée 2017-2018? Elle est catastrophique. Le terme qui la qualifierait le mieux, c'est effectivement catastrophique. Quand on voit que sur le territoire, des communes n'ont pas pu, pour X raisons, hein, démarrer l'accueil des enfants, ou que dans certaines, comme à Macoria, l'école de la ZAC de Soula, Montbain, Sainte-Agathe, manquent à la fois d'enseignants et à la fois sont dans un état pitoyable où il manque du matériel, les écoles sont sales, il n'y a pas de quoi ranger, de pouvoir accueillir en toute sécurité les enfants. Bon, maintenant, je pense qu'il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Le bricolage doit cesser. Voilà. Selon votre syndicat, une centaine de jeunes n'ont pas pu accéder au lycée cette année, justement parce qu'ils n'ont pas de place. Et on leur a proposé le redoublement. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors, c'est plus que ce qu'on pense. C'est-à-dire que là, on est dans le fait de dire il n'y a pas d'échappatoire. Une grande partie de ces enfants ont fait une scolarité brillante. Je pense à une collègue, une camarade même, qui a son fils qui a reçu le brevet avec mention bien. Et on lui dit, pas de place au lycée, redoublement. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'est clair et net, on ne laissera pas faire. Il n'est pas possible que la même équipe ait été à la tête et de la région et maintenant de la CTG, et depuis 7 ans, depuis 2010, et que pas un lycée soit sorti de terre. Nous l'avons dit au président Alexandre dans le cadre d'une rencontre que nous avons formalisée mi-juillet, et nous lui avons dit, mais il y a des solutions en plus. Nous arrivons avec la problématique, nous arrivons avec la solution. La solution, c'est par exemple ce qu'avait fait le conseil général à l'époque, un collège provisoire en face de Berthène-Juminaire, qui s'appelle Arsène Bouillet d'Angoma, qui a fait collège provisoire 3, 4 et 5, en attendant qu'on construise des nouvelles constructions. Bien, la solution existe. Nous disons, donc il y a 2 mois, hein, nous disons qu'il faut un lycée provisoire. Le recteur annonce au lycée Max-Joséphine, à la rentrée des professeurs vendredi, qu'il n'y aura pas de nouveau lycée avant 2019-2020. C'est inacceptable. Il faut une situation d'urgence, réponse d'urgence. Donc on doit scolariser les enfants, point barre.
Alors, en janvier dernier, justement, par rapport à cette scolarisation, vous attaquiez le nouveau recteur nouvellement arrivé, Alain Ayong Le Kama, et vous avez constitué le collectif pour un recteur guyanais. Aujourd'hui, après 8 mois au rectorat, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'il a entrepris? Ça va de mal en pire, on pourrait dire. Nous sommes dans une situation très compliquée. Là, on parle des problématiques directes qui sont visibles. C'est-à-dire, ce qui est visible, c'est effectivement la non-scolarisation, la rentrée dans des locaux qui sont insalubres, les difficultés à la fois des collectivités et du rectorat à assurer, ce qui est notre objectif à tous, une école de qualité pour que l'enfant puisse s'épanouir, obtenir les connaissances, les compétences et entrer dans la société dans laquelle nous sommes. Eh bien, sur ce point-là, depuis 8 mois, effectivement, nous n'avons pas re-rencontré le recteur, volontairement. Cependant, nous avons tenté d'ouvrir des postes sur des dossiers bien précis en début juillet. Nous sommes obligés de constater qu'il y a une difficulté dans le dialogue social. Premier point. Deuxième point, je regarde ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le fait qu'on est surtout dans la com. On est dans la communication, là, au niveau du staff du rectorat, mais pas dans la réalité. Parce que la réalité, ce n'est pas la rentrée qui s'est produite à Sinnamary, où on voit des images absolument magnifiques. L'école est entièrement repeinte. Voilà. Est-il allé, où est-ce qu'il aurait dû aller à la ZAC de Soula, à Macoria, c'est-à-dire à 30 km de Cayenne. Ça se passait déjà, on était déjà en grande difficulté. Pourquoi Ou alors à l'école Malacarné. Pourquoi parce qu'il manque. Eh bien, parce qu'il manque, bien que la commune ait fait une nouvelle école, il manquait des chaises, des tables et des enseignants, la totale. Voilà, la totale. Bon, maintenant, il faut que les gens prennent la mesure. Moi, je tiens à le dire, parce que on doit prendre la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. On a eu un mouvement social en mars-avril qui a mis en exergue, en évidence, l'ensemble sur tous les thèmes, des retards immenses que nous avons et de notre incapacité en termes d'autonomie, de la possibilité qu'on nous laisse en termes d'autonomie, à créer notre propre modèle. Bon, voilà. Ça a été mis en avant, on ne peut pas dire le plus, avec force quand même, et avec une sérénité et une paix du peuple guyanais quand même qui est exemplaire. Nous sommes à 4 mois après. Le préfet n'a toujours pas mis en place l'atelier de suivi sur l'éducation. Le recteur, qui a eu une redescente du ministère de dizaines de propositions de la plateforme éducation, n'a toujours pas mis de comité de suivi sur ces dizaines de propositions. Ce qui se passe, c'est que le pilotage académique, il est totalement défaillant. Je vais vous donner un exemple qui illustre parfaitement ça. Dans l'accord de Guyane et dans la plateforme éducation, on parle des fameux 40 ILM, 40 intervenants en langue maternelle. Nous avons obtenu le doublement de ce chiffre, donc il devait y avoir un recrutement. Le recteur dit à son équipe, vous embauchez. L'équipe fait le nécessaire, on se retrouve avec une dizaine de dossiers, premiers dossiers déposés. Le DAAZEN, qui a 1 an dans l'académie, le DAAZEN dit, qui vous a demandé de recruter? Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Oui. Le DAAZEN n'est pas... Pire que ça, l'annonce devait être faite au 1er septembre. Nous devions avoir les 40 ILM. Tenez-vous bien, le secrétaire général n'a pas fait les demandes de poste au ministère. Et le CASNAV, voilà la situation dans laquelle on est. Le CASNAV était en grande crise. L'année dernière, c'était sollicité par les parents d'élèves. L'année dernière, il était en crise. Oui. Il était en crise l'année dernière parce que le recteur Touré n'avait pas pris la mesure de ce service qui est un service fondamental, où nous savons, parce que les chiffres sont à peu près, les chiffres sont toujours les mêmes, quoi, ils ont une progression d'ailleurs, je trouve assez régulière, peut-être l'année dernière, il y a eu une accélération. Ce qui se produit, c'est que le CASNAV, qui est un outil essentiel pour savoir, lorsque nous avons une population de jeunes enfants qui arrivent sur le territoire, quel est leur niveau et où est-ce qu'on doit les scolariser. Le CASNAV était en très grande crise. Aujourd'hui, bon, il fonctionne, il accueille. Le problème, c'est ensuite le débouché. Nous disons clairement, la position du STEG-UTG est extrêmement claire. Un enfant, sa place, c'est à l'école, ça n'est pas à la rue. Donc, il faut trouver les moyens, et il en existe. Combien de bâtiments sont désaffectés absolument, mais absolument. Je rappelle comment on a laissé pourrir le lycée Marchou. Je rappelle comment l'ancien rectorat route de Baduel est encore vide, ainsi de suite. Et nous pourrions multiplier les exemples. On va s'arrêter là pour des questions de temps. Merci beaucoup de votre intervention. Voilà, on aura davantage d'occasions de revenir sur ces questions. Je peux juste dire quelque chose. Oui. Si la boutique tient, c'est parce que les professeurs font leur boulot, c'est parce que les agents sont là.
Les agents ont bossé le week-end dans certaines écoles pour mettre en place le matériel pour la rentrée de lundi. Moi, il faut qu'on félicite ces gens-là. Et il faut impérativement que, je terminerai là-dessus, impérativement qu'au niveau de la politique académique, que le pilotage académique soit totalement revu. Les gens qui ne veulent pas travailler, je le dis officiellement un peu comme ça, les gens qui ne veulent pas travailler pour le pays, ils partent. Nous avons les compétences. Nous avons les compétences et la connaissance. Et nous saurons faire avec. Bruno Nederkorn, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Passons au volet social à présent avec une action médiatique pour faire entendre la voix des salariés d'Indel. Ce matin, Jean-Luc Assard s'est enchaîné au rond-point de la Carapaille. Il est membre du collectif Restons Ensemble. Il proteste contre la fin de la collaboration entre le CNES et la société Indel. 150 salariés sont concernés par cette rupture de collaboration. Jean-Luc Assard était au micro de Stéphane Govindin. Je suis là pour défendre l'emploi. Le CNES-CSG, depuis le 12 juillet dernier, nous a mis dans une situation pas possible. Je suis là pour défendre le moindre petit espace pour l'emploi de nos collègues hors spatial concernant Indel, que le CNES-CSG a décidé d'assassiner. Leur beau discours en Guyane, eh bien, nous le démasquons aujourd'hui, nous leur mettons devant leurs responsabilités. Le CSG tout-puissant doit faire avec l'emploi pour les Guyanais. Nous sommes en Guyane. La société Indel s'est retrouvée cet après-midi devant le tribunal administratif. Elle avait déposé un recours après avoir perdu l'ensemble de ses marchés qui la liaient à la CSG. L'audience a été renvoyée à la semaine prochaine. À cette occasion, les salariés d'Indel ont obtenu le soutien de Trop Violence. On écoute Olivier Goudet au micro de Stéphane Govindin. Depuis le 28 mars, nous l'avions dit, tous pour un pour tous, et personne ne devait rester sur le bas-côté. Aucune sanction, aucune intimidation, donc la raison pour laquelle la présence de Trop Violence aujourd'hui, déterminée depuis lors de l'appel du collectif des salariés d'Indel, Restons Ensemble, nous avons fait le pas et nous sommes avec eux déterminés. C'est effectivement une sanction puisque nous rappelons que les salariés d'Indel ont été jusqu'au bout, n'ont pas transféré la fusée en mars et avril. Tout d'abord, on va se réunir, le collectif, pour voir quelles sont les actions à mener, comment nous allons encore nous faire entendre. Qu'est-ce qu'on attend véritablement que les gens puissent comprendre et vraiment prendre connaissance de ce qui arrive aujourd'hui. Il y a une injustice, qu'on le veuille ou pas, on sait bien que ça a été ciblé, ça a été défini bien avant. Et puis le mouvement du mois de mars-avril a fait vraiment éclater cette goutte d'eau, quoi. Voilà. Toujours dans le volet social, un préavis de grève dans l'aéronautique pour le 13 septembre prochain. L'intersyndicale des contrôleurs aériens de Cayenne souhaite davantage de personnel. Un sous-effectif est constaté depuis plus de 7 ans. Actuellement, la tour de contrôle de l'aéroport Félix-Éboué fonctionnerait avec un effectif réduit de moitié. L'intersyndicale craint pour la sécurité des passagers dans de telles conditions. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Irma, un doux prénom qui risque de faire des ravages. L'ouragan de catégorie 5, niveau maximum, se dirige vers les Antilles avec des vents de 280 km/h. C'est le début. Dès le début de l'après-midi, le port de pêche de Pointe-à-Pitre était déjà submergé par la mer. Comment les marins-pêcheurs se sont-ils préparés à l'arrivée d'Irma? Isabelle Hameau s'est rendue sur place. Sur le port de pêche de Pointe-à-Pitre, les plaisanciers se préparent pour l'arrivée du cyclone. Là, c'est bien de sécurité. Des précautions qu'ils prennent tous en cas de vent fort. On prend certaines précautions, dans la mesure où on ne sait jamais. S'il y a seulement la houle, on est protégé, mais en cas de vent, on ne sait jamais. Je suis en train de consolider l'avant du bateau pour l'empêcher de partir à droite et à gauche. Avec des pneus de voiture, et puis une corde bien solide. Parce que en période de cyclone, si le quai cède, le bateau peut partir avec et aller se briser sur les autres bateaux. Ça peut être très grave.
Bon, il vaut mieux encore prendre certaines précautions. Se débrouiller avec peu de moyens, le gros tracas de ces professionnels de la pêche. On ne peut plus mettre à terre déjà saturé, tous les bateaux sont déjà à terre, la plupart des bateaux sont à terre, donc on est obligé de rester dans l'eau. On attache de notre mieux et pour vivre ce qui nous arrive. Le maire de la ville s'est rendu sur les lieux par mesure de sécurité. Et là, découverte d'un projectile qu'il faudra évacuer. En faisant le tour du port, on s'est rendu compte qu'il y a une armoire qui a été utilisée pour probablement de la manutention, qui est sur le port. On va faire attention qu'elle soit retirée dans l'après-midi pour que ça ne serve pas de projectile, parce que, indépendamment de chaque embarcation qui doit être solidement amarrée, il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait pas de projectiles qui, même avec des vents moyens, peuvent devenir dangereux pour autrui. Bon, c'est un petit peu notre rôle à tous là. Un peu plus loin, des pêcheurs mi-amusés qui n'ont pas craint d'affronter la mer ce matin dévidaient leurs filets. En matière de produits de la mer, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, on a juste levé le filet et là on récupère un peu la pêche. C'est pas grand chose, mais ce sera de quoi faire à manger. Ce sera largement suffisant. Une note d'humour qui permet d'attendre sans angoisse une catastrophe annoncée pour la pêche. En Martinique, la solidarité s'organise en prévision des éventuelles victimes. La Croix-Rouge a activé sa plateforme d'intervention Amérique-Caraïbes. La préfecture a mis en place des équipes de la sécurité civile. Quant aux pompiers, ils sont prêts à partir pour Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. Reportage de Sandrine Claude. Les gars, où est la malle des tronçonneuses? Ouais, c'est bon. Vous avez vérifié si ça fonctionne. À quelques heures de l'arrivée d'Irma, la section de sauvetage et de déblaiement du centre d'incendie et de secours passe en revue son matériel. On a sorti l'ensemble du matériel de manière à l'inventorier et à vérifier son bon fonctionnement, de manière à pouvoir faire des ajustements s'il y a besoin de faire réparer du matériel ou d'acquérir de nouveaux matériels d'ici qu'on nous demande d'être projeté ou pas. Ce matériel, ce centre de matériel servira avant tout à la population martiniquaise et si jamais on nous demande d'intervenir en renfort, une partie de ce matériel sera utilisée pour aller porter main forte aux îles voisines. Par mesure de précaution, l'Université des Antilles a décidé de fermer ses portes. Peu avant, l'ouragan était encore au centre des conversations sur le campus. Dans ce groupe d'étudiantes, Cassandra, d'origine guadeloupéenne. J'ai pratiquement toute ma famille en Guadeloupe, du côté de ma mère et du côté de mon père, qui en ce moment, j'ai envie de dire, j'ai pas trop de nouvelles par rapport à l'ouragan. Au niveau des ouragans, on est habitué et ça se passe plus ou moins bien, on sait comment gérer. Ma soeur en Guadeloupe m'a envoyé un message et elle m'a dit qu'ils sont dans la merde. Adèle a elle aussi de la famille sur l'île Sœur. Malgré un contact régulier avec ses proches, elle ne cache pas son inquiétude. J'ai ma soeur et ses enfants et j'ai aussi ma famille paternelle en Guadeloupe et ils sont un peu inquiets, surtout qu'ils habitent du côté de Grande-Terre. Moi j'ai peur pour eux parce que j'ai déjà vu ce que ça peut faire, ce genre de phénomène. Comme à chaque catastrophe naturelle sur la zone Antilles, c'est ici, à la préfecture de Martinique, qu'est implanté l'état-major de zone. Les décisions sont prises à échelle régionale mais aussi départementale. Les communes concernées ont été alertées. Il leur a été demandé de se tenir prêtes à activer dès que nécessaire leur PCC, leur poste de commandement communaux. Les services publics, le SDIS, la collectivité territoriale de Martinique, les gendarmes sont extrêmement mobilisés et vigilants et suivent avec attention l'évolution de cette situation. Des mesures plus localisées pourront être prises par les communes en fonction de l'évolution de la situation et du positionnement des écoles par rapport à la houle. Les forces vives de l'île devraient rester mobilisées jusqu'à au moins demain, prêtes à réagir face aux dégâts que l'ouragan Irma pourrait causer lors de son passage sur l'arc antillais. Tout autre chose à présent avec la première visite présidentielle en Outre-mer d'Emmanuel Macron qui se fera en Guyane. Une annonce du président de la République ce matin lors d'un discours devant les préfets. Cette visite est prévue pour octobre prochain dans le cadre de la 22e conférence des régions ultramarines. Sport à présent, avec des plateaux sportifs bientôt flambant neufs pour les jeunes de la commune de Sinnamary. Les travaux de réhabilitation ont commencé il y a 2 mois. L'inauguration est prévue pour octobre. Antoine Koumba, responsable du service technique de Sinnamary, était au micro de Jonathan Lariot. Là, il y avait un terrain de basket qui va être transformé en terrain multisport. Et juste à côté, c'est le hack-trick. Donc le hack-trick, c'est du foot non-stop sur un terrain plus ou moins synthétique.
Donc là, c'était toujours utilisé par les jeunes, hein, donc du fait que c'est fermé en ce moment, donc ils sont un peu partout. Mais quand même, on avait constaté que c'était un endroit très utilisé, où toutes les personnes pouvaient venir et ça donnait à du sport comme ils l'entendaient. La construction devait prendre 3 mois, mais malheureusement, avec les mouvements sociaux, les conteneurs sont repartis, donc ils arrivent au compte-gouttes, donc je pense que l'inauguration va se faire au mois d'octobre. Donc en termes d'accueil, donc je pense que bon, les cours de tennis c'est limité, donc le hat-trick donc c'est du 4 contre 4, donc ici aussi on peut faire du 5 contre 5, donc bon, il y a toujours un roulement qui se fait au niveau des jeunes pour que tout le monde puisse participer. Bon, maintenant on va essayer de mettre quand même un peu de réglementation puisqu'il faut que ça dure. Donc vraisemblablement ils vont faire une clôture autour de façon à limiter l'accès à certaines heures. Sport toujours pour clore ce journal avec la Pepper Cup qui se tenait ce week-end sur la plage de Montabo. Pepper comme l'apparence des kayaks sur l'eau, une compétition qui a réuni une 50aine de participants samedi dernier. Reportage de Stéphane Govindin. C'est la première épreuve, c'est un championnat qui est en construction. Donc on aura certainement une deuxième épreuve à venir dans le courant de la saison 2017-2018 et on essaiera d'en caler une troisième. Et à terme, on devrait tourner comme ça avec la Cayenne Pepper Cup qui ouvre le championnat, une deuxième course qui devrait se dérouler sur Kourou et une troisième à déterminer. Au niveau des clubs, le maillage est assez large puisque vous avez des clubs à Camopi, Saint-Georges, Cayenne, Kourou, Sinamari, Mana, Saint-Laurent, Apatou, Maripasoula et je crois depuis cette année Papaicheton. Une journée qui a permis de faire découvrir la discipline. Nathalie et sa coéquipière Audrey ont pu se mesurer aux autres participants. Il fait beau, j'aime bien le kayak. Un collègue m'a parlé de l'événement et du coup je me suis dit pourquoi pas. Le kayak est accessible à tous. Et la Guyane permet une pratique démocratisée de ce sport qui est aussi un loisir. Alors, à vos pagaies. Enfin, le lancement de l'Ariane 5 qui était prévu pour 18h51 a été avorté pour raison de non-conformité. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. La liste de Karine Sinaï-Bossou, vainqueur de la nouvelle élection de la Chambre de commerce. Jean-Louis Davidas, lui, n'a pas été élu. Une assemblée générale devrait se tenir dans un mois, pour élire le ou la présidente de la Chambre de commerce. Irma, l'ouragan de catégorie 5 en approche des Antilles. Ce super cyclone pourrait engendrer des catastrophes majeures. Les habitants guadeloupéens se sont préparés à son arrivée. La Pepper Cup se tenait ce week-end sur la plage de Montabo, une compétition de kayak avec sprint et slalom. Une quarantaine d'adeptes y ont participé. Nous vous en parlions dans ce journal. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.